quand on construit les routes avec des tranchées, est-ce que ces tranchées-là servent vraiment à faire écouler les eaux des pluies? Non, pratiquement non. Aujourd'hui, ce sont ces tranchées qui sont considérées comme des poubelles. Comment ça? Comment ça? Eh bien, regardez, il faut que vous, peut-être vous quittez ici, vous rendez par exemple vers Kassapa jusqu'au niveau de campus, ou même jusqu'au marché Moïse. Regardez tout autour, les tranchées qui sont construites. Et vous trouverez que là-dedans, il y a plus d'immondices que les eaux n'ont plus de place pour circuler. Et ces eaux, quand elles n'ont plus de place là-bas, eh ben, c'est sur la voirie que ça commence à s'écouler. Les inondations sont devenues récurrentes dans la ville de Lubumbashi. Comment comprendre les causes, les conséquences et surtout comment les prévenir? Tel est le sujet des Infos Plus de ces jours, madame, messieurs. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi et ça sera toujours pour moi un plaisir de vous retrouver sur Malaika Télévision pour débattre de ces sujets. Je reçois aujourd'hui pour vous Jean-Paul Kamango. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Francine, bonjour tout le monde. Et tout va bien? Ça va très bien en tout cas. Daniel Moukeba, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour. Bonjour, merci Francine. Bonjour Jean-Paul. Bonjour monsieur Charles Tcheya. Bonjour Charles, vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour madame, ça va très bien. Et bonjour mes amis. Bonjour. Merci. Alors aujourd'hui, vous êtes arrivés tous à temps, c'est parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Et en cas de pluie, à Lubumbashi, par moment, c'est très compliqué parce que presque toutes nos routes sont vraiment inondées. Est-ce qu'on peut comprendre ces phénomènes, Jean-Paul? Comment ça s'explique ici à Lubumbashi? Alors, après la tombée de chaque pluie, oui. les routes sont inondées. Et d'ailleurs, là, moi, j'ai peur. Je me dis, comment on va rentrer? Certes, nous sommes arrivés à temps parce qu'il n'a pas plu, mais comment on va rentrer? On ne sait pas s'il va pleuvoir à quelle heure déjà. Mais il faut dire que il y a en tout cas peut-être 10 ans, on ne vivait pas cette forme d'inondation à Lubumbashi. C'est devenu pire et je crois que ça continue toujours à monter. Et cela, moi, je peux comprendre par le fait que la ville ne soit plus urbanisée comme elle l'était quand elle était toute petite, hein, comme on l'a laissée, et puis bon, ça a commencé à s'agrandir un tout petit peu, mais aujourd'hui, nous sommes dans une ville qui compte autour, en tout cas pas moins de 5 millions d'habitants, selon les dernières statistiques des scientifiques, avec ces mondes-là, avec tout ce que nous consommons, avec notre urbanisation qui est malade, je vais le dire ainsi, tout ça... Pourquoi malade? Malade parce que tout simplement, vous le savez très bien, quand il y a des nouveaux lotissements, on n'urbanise plus la ville. Quand il y a des nouveaux lotissements, on vend les parcelles sans tenir compte des autres besoins de la vie quotidienne. Hein, il n'y a pas des routes qui sont tracées selon les normes, on ne trace plus les routes selon les normes. Hein, quand on vend les parcelles, par exemple, on peut amorceler ces mêmes parcelles-là. D'ailleurs, dernièrement, il faut féliciter cette mesure du gouvernement qui a interdit à Kinshasa l'amorcellement de parcelles. Mais à Lubumbashi, nous vivons ça aussi. Vous allez arriver dans des quartiers où il y a une parcelle de 10 mètres 15. Sans endroit où il faut creuser, par exemple, des puits pour des détritus, il n'y a pas. Sans endroit où on peut constituer, par exemple, sa poubelle, il n'y en a pas. Et tout ça, ça constitue, ou alors ça favorise que les tranchées soient bouchées. À part le fait que les tranchées sont bouchées, les routes sont utilisées comme des poubelles et tout ce qui va avec. Et voilà, avec tout ce que nous consommons en termes de plastique, et ben tout c'est sur la route, tout c'est sur les tranchées, et ben l'eau n'a plus où passer. Jean-Paul vient de parler de beaucoup de choses à la fois. Il y a les manques de puits, où j'étais les détritus dans les parcelles, les déchets ménagers, les morcellements des parcelles. Alors Charles, qu'est-ce que vous en pensez? Les inondations qui reviennent chaque année. Qu'est-ce qui explique ces phénomènes? Merci madame pour la préoccupation. Je pense que mon collègue ou mon ami vient de donner une litanie de facteurs qui sont à la base de ces inondations. Mais aussi nous devons comprendre que d'abord les inondations qui est un événement beaucoup plus naturel dans le sens où les espaces sèches sont submergés par de l'eau. Même ici à Lubumbashi, on peut parler du phénomène naturel. Effectivement, par de l'eau. Après la tombée de chaque pluie. Oui, par de l'eau et beaucoup plus de l'eau de pluie. Et pourquoi il y a inondation? Je pense qu'on a donné des facteurs qui causent ces inondations.
On peut citer l'urbanisation anarchique et la ville de Lubumbashi. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas un schéma directeur, mais aussi nous n'avons pas un plan urbanistique qui tient compte des réalités territoriales actuelles. Et au-delà de ça aussi, si vous regardez bien, avec cette urbanisation anarchique, il y a un étalement. C'est-à-dire les maisons sont construites vraiment de manière horizontale et par conséquent, il y a la déforestation qui s'ensuit. Et lorsqu'on diminue davantage donc, la biomasse forestière, il y a un problème lié au changement climatique. Et quand il y a des changements climatiques, donc il y a parfois des pluies diluviennes et qui viennent avec de fortes intensités. En effet. Et lorsque ça tombe, ça trouve des caniveaux bouchés. Alors, Les caniveaux sont bouchés, peut-être avec de déchets, parce qu'il y a aussi un problème de déchets, de la gestion plutôt des déchets au niveau de la ville. Mais je pense que les causes sont vraiment nombreuses. les On n'est causes... pas s'attarder sur ça. Alors, Daniel, on peut dire que l'homme est en grande partie responsable de ces inondations qui s'enregistrent ces jours-ci à Lubumbashi. On dirait que vous avez été dans mon cerveau pour me poser cette question et aussi donner la réponse, parce que la réponse, vous l'avez bien sûr. La cause des inondations, souvent nous Congolais, nous avons ce principe que nous sommes inscrits dans le paradigme des boucs émissaires. Au lieu de chercher la cause en nous, nous voulons la fixer chez l'autre. Nous allons la chercher ailleurs chez l'autre. Alors que la cause de ce problème, c'est comme l'ombre qui miroite, qui nous suit partout où nous sommes. Nous cherchons à aller attraper l'ombre, alors que l'ombre, c'est nous-mêmes. Alors, avant de vous donner mon point de vue sur la question, je préfère d'abord vous dire que dans cette ville de Lubumbashi, il y a un temps, un grand philosophe a parlé. Ce grand philosophe avait proposé la solution au problème dont nous parlons aujourd'hui, de fois négligé parce que c'est le nôtre, il est louchois, il est noir, alors que lorsque les philosophes parlent dans le monde occidental, on les entend, on fait d'eux des savants. Ils sont très Alors écoutés. que nous négligeons les nôtres. Il y a un monsieur dont j'oublie le nom, qui a parlé Buchafuni Bulozi. Et on a parlé de ça. C'est Il y avait... Kaseba Makongo. Voilà. C'était un grand philosophe qui a été négligé par notre communauté. Alors que si on pouvait suivre le fond de sa philosophie, qu'est-ce qu'il voulait dire de cette ville? Parce qu'en ce moment-là, les déchets, les salubrités n'étaient pas aussi de haute facture comme nous le voyons aujourd'hui. Est-ce qu'on a compris ce monsieur? Est-ce qu'on a cherché la cause profonde de ça? Et pourtant, la cause profonde de l'insalubrité, c'est les activités humaines. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de changement climatique, ce n'est pas que Dieu avait créé le monde ainsi. Ce n'est pas que lorsque Dieu a créé l'univers, il y avait des inondations, il y avait des insalubrités. Ça relève des activités de l'homme. C'est ce que l'homme fait, non seulement lorsque l'homme est déjà de manière, on peut dire au macro-niveau, au niveau de la société, mais là qu'il est lui-même d'abord. Parce que même l'organisme humain dégage aussi des insalubrités. L'organisme humain peut aussi polluer l'environnement. Alors, je pense que c'est une question de la pédagogie sociale et qui doit relever d'abord de plusieurs facteurs. En commençant d'abord par notre maison, notre famille. Où est-ce que je reste? Où est-ce que je dors? Alors, quand je quitte ma chambre, parce que c'est la maison qui donne le reflet parfait de la personne. Ce n'est pas lorsque je suis habillé, je passe en route que l'on peut dire de moi, je suis propre. Quand on parle d'insalubrité, c'est la malpropreté. Et cette malpropreté, elle est relative à l'homme. Elle ne se crée pas, c'est l'homme qui l'a créée. Alors, est-ce possible d'éviter les inondations ici à Lubumbashi? C'est possible un jour? Évidemment, pas un jour, même aujourd'hui, c'est possible, mais seulement il s'agit de l'engagement social. Est-ce que, à partir, j'étais en train de donner mon idée, lorsque je suis chez moi, je me dépasse à rendre ma maison propre. Alors, lorsque je quitte ma maison, qu'est-ce qui se passe sur mon avenue? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je ne saurais pas faire sur toute la ville. Mais à partir d'abord de mon entourage, qu'est-ce que je fais? Je fais un constat le dimanche passé avec la famille. Nous revenions de l'église. Alors, nous trouvons dans le quartier, il y a un voisin qui a fait un canal, n'est-ce pas? Alors, le deuxième, au lieu de faire
la continuité de ce que son voisin a fait. Il va faire un autre canal maintenant qui va boucher le premier. Mais comment est-ce que nous allons résoudre les problèmes? Je pense que ce problème a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte, en commençant d'abord par la famille, en allant à l'école. À l'école, on a vu l'éducation à la vie et autres, alors qu'il fallait voir, par exemple, un cours d'assainissement. À l'université, j'ai vu les cours d'assainissement et d'hygiène. Alors, est-ce que ce cours a été suivi en pratique? C'est ça le problème. Alors, je pense que le problème est au niveau d'abord de la famille, au niveau de notre quartier. Il y a des chefs de quartier, il y a des administrateurs de quartier. Est-ce que ces administrateurs se font entendre dans le quartier? Est-ce qu'ils ont une police de suivi d'assainissement comme ça se faisait autrefois avec le président? Donc là, c'est encore des questions que vous vous posez. Ce sont des questions que je me pose qui sont sont susceptibles de bonnes réponses d'ailleurs. Je pense que c'est la pédagogie sociale, l'engagement collectif pour résoudre le problème. Et la cause de l'insalubrité, c'est nous-mêmes. C'est l'homme. Jean-Paul, c'est possible d'éviter les inondations un jour ici à Lubumbashi? Alors, c'est une question, pour moi, je la trouve complexe. D'autant plus que dès mon entrée, je disais les conséquences, plus la ville... Tout en notant que c'est un phénomène naturel. Mais aussi donc, ça artificiel. peut toujours arriver, mais après chaque tombée des pluies, quand même, à Lubumbashi... Mais aussi l'action de l'homme joue beaucoup dans les inondations, pas seulement naturellement, mais aussi l'action de l'homme. Parce que, comme je le disais, avant à Lubumbashi, on ne connaissait pas ces degrés d'inondation. 10 ans en arrière. Voilà, 10 ans en arrière, on ne connaissait pas ça. Hein, il faut qu'on se dise la vérité. Mais aujourd'hui, ça s'empire. Et cette année, si vous êtes d'accord avec moi, vous allez voir qu'il pleut beaucoup. Bien que je n'ai pas pu interroger jusque-là la pluviométrie. Les degrés, moi, je constate tout simplement, les pluies qui sont tombées, c'était des pluies tellement torrentielles que peut-être si ça continuait ainsi, ce serait encore compliqué. Regardez, il y a 10 ans, on ne construisait pas autour de la rivière, par exemple, ou du pont Tchamalale. Comme Charles l'a dit. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais à la réception de Malaïka, j'ai suivi le journal. Un reportage parlait du curage autour du pont Tchamalale. Mais est-ce qu'il y avait des constructions il y a 10 ans? Il n'y en avait pas de constructions. Pourquoi il y a les inondations à ce niveau-là? Parce qu'on a construit. On a rétréci le lit de la rivière en question. Et ce n'est pas seulement à ce niveau-là, c'est partout à Lubumbashi. Dernièrement, j'avais été avec le bourgmestre de la commune Katouba, Joël Moutangala. Il y a peut-être une année, il parlait des décisions qu'il avait prises en tant qu'autorité communale pour éviter des inondations au sein des maisons d'habitation. Parce que les gens avaient construit pratiquement autour de la rivière Lubumbashi, vers Katouba et non pas vers la commune Lubumbashi au Kenya. Les gens ont construit là-bas et les gens vivaient là-bas. Chaque fois qu'on était pendant la saison sèche, on s'est trouvé dans le confort. Mais quand la pluie tombait, c'est presque toutes les maisons qui étaient inondées, enfouies dans l'eau. Alors, l'autorité prend la décision, quitter ces milieux. Et c'est tout le monde qui va commencer à accuser l'autorité urbaine. Et ce n'est pas seulement ça. Et c'est bien d'autres questions. Combien de maisons ou de parcelles avions-nous il y a 10 ans avec des pavés parcellaires, par exemple? Parce qu'il y a des saisons, on peut le dire, même si le niveau il est faible, ou alors le pourcentage il est faible, mais il y a des saisons, quand ça tombe, c'est absorbé par la terre directement. Mais nous avons des parcelles aujourd'hui qui n'absorbent plus les eaux. Les eaux doivent quitter ces parcelles-là et aller chez les autres. Et quand ça va chez les autres, qu'est-ce que ça fait? C'est les quantités de eau qui augmentent encore. Regardez nos tranchées quand on construit les routes. On peut féliciter les autorités de faire les efforts qu'elles sont en train de fournir. Mais quand on construit les routes avec des tranchées, est-ce que ces tranchées-là servent vraiment à faire écouler les eaux des pluies? Non, pratiquement non. Aujourd'hui, ce sont ces tranchées qui sont considérées comme des poubelles. Comment ça? Eh bien, regardez, il faut que vous... Peut-être vous quittez ici, vous vous rendez par exemple vers Kassapa jusqu'au niveau de campus ou même jusqu'au marché Moïse. Regardez tout autour les tranchées qui sont construites. Et vous trouverez que là-dedans, il y a plus d'immondices que les eaux n'ont plus des places pour circuler. Et ces eaux, quand elles n'ont plus de place là-bas, c'est sur la voirie que ça commence à s'écouler. Alors c'est l'homme qui, en vous entendre tous parler, c'est l'homme qui est responsable des inondations, Charles. Je reviens encore à cette question. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous sommes à la période qu'on appelle anthropocène, où l'homme est au centre de beaucoup de problématiques liées au changement climatique. Mais aussi, s'il faut le dire, par rapport à la gestion, on vient de vous dire que
peut-être dès la création de la ville de Lubumbashi, était destinée à 300 000 habitants, avec un plan d'urbanisation bien défini, où il y avait des caniveaux et des collecteurs pour pouvoir évacuer les eaux de pluie. Mais si vous regardez aujourd'hui, ça n'existait plus. Pourquoi ça n'existait plus? Ça n'existait plus parce qu'il y a des constructions, des maisons, des cabines et autres sur ces collecteurs, mais aussi il y a une problématique liée à la gestion de déchets. Mais au-delà de ça, il y a un problème aussi, s'il faut le dire, de gouvernance, mais peut-être la réponse, nous pouvons la trouver au niveau des autorités à des différents maillons pour savoir pourquoi il y a un problème des inondations, mais aussi il y a un problème de l'éducation environnementale, il y a un problème de c'est ma question. Est-ce qu'il faut rééduquer l'homme? D'abord, peut-être pour revenir un peu en arrière, vous avez posé aussi la question de savoir est-ce que réellement on peut résoudre cette question d'inondation. Moi, je pense que nous sommes des humains et nous sommes dotés du savoir et des connaissances capables de pouvoir répondre, de donner plutôt des réponses à certains problèmes. Mais ce que peut-être que nous pouvons déplorer est qu'au niveau national, provincial, mais aussi au niveau local, il n'y a pas plutôt de plan de gestion de risques et catastrophes naturelles. Et au niveau, spécifiquement au niveau de la ville de Lubumbashi, mais avec l'autorité urbaine à l'époque de Sangouza, il avait pris en charge cette question. Il était en fait question de pouvoir mettre en place ou élaborer un plan de gestion durable des questions de climat et des questions, je pense, de salubrité. Et ce plan devait prendre des questions liées à l'urbanisation, à la gestion des immondices, et on devait doter à la ville un plan de gestion de risques et catastrophes naturelles. Mais il ne suffit pas seulement de doter à la province ou à la ville ces plans-là, mais il serait aussi important, lorsqu'il y a un plan, quand même qu'on mette des mécanismes en termes institutionnels, soit renforcer les institutions déjà existantes. Et pourquoi cela n'est pas fait? Pourquoi cela n'est pas fait? Pourquoi cela n'est pas fait? Mais je pense que c'est au niveau aussi, au niveau des individus. Parce que la problématique n'est pas nouvelle. Cette problématique de l'inondation, comme mon co-débatteur, comme Jean-Paul l'a dit, c'est une question qui existe depuis longtemps. Mais pourquoi nous attendons pour mettre en place ce genre de plan et voir dans quelle mesure nous pouvons les mettre en action et dans la mesure du possible passer à des évaluations pendant des périodes bien définies? Et ça n'existait pas. Donc c'est un problème de l'homme. Mais pour y arriver, moi je pense que nous avons les atouts, nous avons des institutions, nous avons les universités qui peuvent appuyer les institutions dans la réflexion au cas par cas pour arriver Vous pensez que cela n'est pas fait? Vous pensez que cela n'est pas fait? Des propositions? Je pense qu'il y a beaucoup de propositions qui ont déjà été faites, mais c'est un problème de l'applicabilité, de la mise en œuvre de ces propositions. Mais aussi un problème de moyens. Si vous regardez bien... Des moyens de la part de qui? Le secteur en soi de l'environnement, c'est un secteur vraiment qui est négligé. Pas négligé parce que ici, il faut dire gérer la ville, c'est gérer d'abord la question de l'environnement. Quand on gère l'environnement, on voit la question liée à la salubrité qui est bien gérée. Mais c'est ça même les combats de la mairie. On les voit chaque jour. L'autorité urbaine est sur terrain. Effectivement. Mais il faut maintenant analyser la question à fond. Il faut associer d'autres parties prenantes et apporter des orientations à l'autorité. Et lorsqu'on apporte des orientations à l'autorité, il serait important maintenant de le mettre en application et passer à des évaluations. Daniel voulait réagir aussi. Merci. Je pense que nous sommes toujours dans cette politique de rejeter la faute à l'autre. La population veut que les autorités agissent, alors que par moments les autorités accusent la même population de mauvais comportements par rapport à la salubrité. Parce que c'est la même population qui utilise toutes ces voies et qui jette des immondices, qui fait tout ça. Donc c'est pourquoi moi j'avais, dès mon entame, j'ai dit,
il faut d'abord la pédagogie sociale. On commence d'abord par nous-mêmes. Rééduquer l'homme. Rééduquer la population. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que, au niveau provincial, on puisse agir? Ce n'est pas seulement au niveau provincial qu'on doit commencer à agir, mais quelle organisation nous avons d'ailleurs à partir de notre quartier, avec les administrateurs des quartiers? Et quels sont ces besoins-là? Parce que nous les disons par exemple ici sur le plateau. Alors, est-ce que ce que nous disons là, c'est parvenu aux autorités? Parce que les autorités, si elles sont là, ce n'est pas que ce sont elles qui vont commencer à travailler. Elles doivent financer, par exemple, elles doivent allouer un budget à ce projet-là pour que le projet connaisse l'exécution. Alors, nous, à notre niveau, dans notre quartier, est-ce que nous avons fait un dépistage pour découvrir là qu'il y a des problèmes, des inondations, là qu'il y a les problèmes des immondices, et comment le faire? Où est-ce qu'on peut créer les dépotoirs? Comment est-ce qu'on peut collecter ces données-là? Parce que ces données-là sont recyclables. On peut aussi les recycler. En recyclant ça, on peut créer une entreprise. Et cette entreprise va embaucher des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Alors, est-ce que nous réfléchissons de cette façon avant d'impliquer les autorités? C'est aussi une question. Alors, Daniel, il y a une phrase qui revient chaque fois. Je ne sais pas si vous êtes aussi au courant. Lorsque vous voulez corriger quelqu'un, par exemple, après la consommation de quelque chose, d'un liquide, la personne jette la bouteille, et quand vous essayez de corriger la personne, vous dit c'est pas vous qui allez changer les pays. En effet. C'est pourquoi je parle de la rééducation de la population. Est-ce que ça doit partir de cette rééducation ou bien l'autorité doit s'impliquer? Évidemment, ça doit partir au niveau mental, parce que l'homme, dans ce qu'on appelle le constructivisme, l'homme est doté de toutes les potentialités qu'il faut utiliser pour résoudre les problèmes. Même le philosophe René Descartes en a parlé quand il propose la méthode universelle. C'est-à-dire, tous les problèmes du monde, l'homme a le pouvoir de maîtriser le monde, de le transformer, de le changer. Voilà pourquoi nous voyons par exemple sous d'autres cieux, il y a ce changement-là. Il y a des pays qui sont très propres que les pays en Afrique. Et ça, c'est une caractéristique pour les pays africains d'être insalubres. Deux fois, on s'est dit... C'est fait consciemment. L'insalubrité... C'est fait consciemment. Bon, moi, intentionnellement. Selon mes recherches, j'ai appris que c'est le niveau de la propriété ou de l'état environnemental d'une société ou la façon dont la circulation routière est gérée qui détermine le niveau d'intelligence d'un peuple. Et ça, quand j'essaie d'observer bien, je trouve que ce postulat est valide, parce que nous voyons par exemple dans des pays occidentaux, c'est très propre. Il y a certains pays africains qui prennent cette même approche et qui l'appliquent chez eux et ça se passe bien. Il y a des voisins qui sont propres par rapport à nous autres. C'est possible même ici. C'est possible même ici. Je pense que c'est une question qui doit être une question originelle à nous-mêmes d'abord, à moi la personne. Parce que si chacun a la conscience que je dois rendre mon environnement propre, il y a des poubelles où il faut jeter des immondices, il y a ceci qu'il faut faire, j'ai aussi la responsabilité de rendre l'environnement propre. Je ne pense pas que Jean-Paul va jeter quelque chose au sol à ma présence. Parce qu'il y a ce qu'on appelle implicitement la communication implicite. C'est-à-dire, il s'est dit en lui-même, je suis en face de quelqu'un. Juste ma présence, même si je ne lui ai rien dit, il a déjà l'action de ma part anticipée. Il ne va pas jeter. Et s'il jetait ça, et que moi j'ai réagissé, je pense que je ne serai pas le seul. Il y a des gens qui vont m'appuyer. C'est comme ça que la révolution commence. Je ne pense pas qu'il faut déjà viser les sommets, alors qu'à notre niveau, nous n'avons pas de propositions à faire. Nous devons avoir des propositions à faire aux autorités, parce que les autorités ont été aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous aussi, demain ou le lendemain, nous pouvons être aussi des autorités. Mais qu'est-ce que nous faisons au moment où nous sommes encore autorités? Alors, vous parlez des déchets, vous parlez des canalisations qui ne sont pas par moments bien construites. Est-ce les seules raisons qui seraient à la base des inondations à travers le Lubumbashi? Est-ce qu'il y a des quartiers aussi qui font exception à des inondations ici? Je pense que l'insalubrité ou la mauvaise gestion des déchets urbains, mais aussi l'urbanisation anarchique ne sont pas seulement le seul facteur qui sont à la base de l'inondation, comme je l'ai dit au départ. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Et comme mon collègue a dit, M. Daniel, il y a un problème de l'éducation environnementale, de la sensibilisation. Mais aussi une société à vertu
détient un arsenal de normes et que ces normes doivent être observées de tous. Et c'est vrai que le problème d'inondation, comme je l'ai dit, c'est un problème de gouvernance, mais aussi c'est un problème technique et naturel. Naturel dans le sens qu'il y a un problème de l'eau de pluie qui peuvent tomber, mais aussi il y a un problème de changement climatique. Et au-delà de ça, il y a un problème maintenant des actions humaines. On construit sans respecter les normes. On construit là où il ne faut pas. On construit sur les servitudes de l'État. Même aujourd'hui, nous voyons des véhicules stationnés au niveau des servitudes pour vendre. Or, ce sont des endroits qui doivent nécessairement être verdurisés parce que lorsqu'il y a aussi la verdurisation, ça peut jouer vraiment un rôle important de l'équilibre écologique, mais aussi tous les espaces verts qui existaient dans le temps dans la ville de Lubumbashi sont presque disparus et ça constituait comme des zones de tampons. C'est-à-dire, au-delà des blocages de l'écoulement d'eau liés à une mauvaise gestion de l'eau, des constructions anarchiques, donc tout ça constitue comme vraiment un problème qui doit nécessairement passer dans un entonnoir. Tout ce que vous venez et voir d'évoquer, dans quelle mesure on peut mettre au point des solutions pour résoudre la question. Tout ce que vous venez d'éduquer, c'est ça l'éducation environnementale? Non, l'éducation environnementale, je pense qu'elle est liée beaucoup plus à la sensibilisation des communautés, à la sensibilisation de la population sur des grandes thématiques environnementales. Par exemple, comment gérer les déchets au niveau d'abord de l'individu, au niveau de la famille, au niveau des communautés, jusqu'à monter au niveau du sommet. Comment respecter les lois du pays? Parce que lorsqu'on respecte les lois du pays, on ne peut pas poser des actes au niveau de l'environnement qui peuvent compromettre à une gestion durable des déchets. Mais éduquer la masse aussi, c'est par exemple, nous devons vous dire merci. Et quand vous nous invitez au plateau, c'est pour sensibiliser les communautés à prendre conscience que poser tel acte, ça peut être à la base des inondations. Donc l'éducation environnementale aujourd'hui, ça constitue vraiment un pilier, un moteur dans la gestion durable, je pense, que de l'environnement, mais aussi par rapport à la thématique que nous sommes en train de débattre aujourd'hui. Lorsqu'on éduque la population, je pense au niveau de la population, ils vont se prendre en charge et voir dans quelle mesure ils peuvent gérer la question de manière efficace. Jean-Paul, c'est possible d'éduquer, de rééduquer la population en passant par l'éducation environnementale, la sensibilisation, la prise de conscience de la population. C'est possible. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire que Lubumbashi est devenue l'une des villes les plus chrétiennes. Il y a plus de chrétiens à Lubumbashi que les autres confessions religieuses. Je vais ajouter à ces noms de chrétiens. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, les nombres d'églises. Les nombres d'églises, les nombres... chaque fois quand il y a, par exemple, quand nous arrivons dimanche, vous voyez les mouvements, où est-ce que les gens se dirigent, c'est beaucoup plus vers les églises. Il y a plus de chrétiens. Eh bien, ça c'est une estimation. Je crois qu'il y a à Lubumbashi plus de chrétiens que les autres confessions religieuses. J'y ajoute au nombre des chrétiens les musulmans, qui sont aussi croyants, et les autres croyants, non chrétiens et non musulmans. Et tous ces mondes-là, je crois, parlant d'abord des chrétiens principalement, la première mission qu'on a créée l'homme, c'était de prendre soin de l'environnement, de la terre, au fait, d'entretenir la terre. Et aujourd'hui, vous avez posé la question comment il faut faire cette éducation. Moi, je dis, les pasteurs ont une grande responsabilité aussi quant à ça. Les pasteurs ont la grande responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils n'insistent pas sur ces versets-là de la Bible. C'est en Genèse, quand on lit la Genèse au début, quand on crée l'homme et puis on dit il doit prendre soin de la terre, c'est exactement éviter aussi des inondations, entre autres prendre soin de la terre. Cette responsabilité écologique que l'homme a envers la terre, notre maison commune. Je ne vois pas ici, nous tous qui sommes sur ce plateau, un seul de nous qui puisse dire, bon, chez moi s'il y a inondation, je laisse, je vais m'habituer comme ça, je vais commencer à dormir dans l'eau et tout ce qui va avec. On prend des solutions, on trouve des solutions, on résout ce problème. Pourvu que prochainement, quand il y aura la pluie, on ne vit plus dans l'inondation. Eh bien, c'est la même chose, la même mission qu'on devrait avoir chez soi à la maison, qu'on devrait cette fois-là élargir
Eh bien, quand on élargit et que les efforts s'y croisent, on résout le problème dans son ensemble. Et donc, les pasteurs devraient d'abord dire à leurs fidèles que la première mission, au-delà du fait que vous devez demander la richesse, voyage et tout ce qui va avec, prenez soin d'abord de la terre, notre maison commune. La terre, Lubumbashi donc. On devrait prendre soin de Lubumbashi. Vous avez donné l'exemple d'une bouteille qu'on jette par la rue, tout ce qui va avec. On consomme de l'eau, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va jeter cette eau. Une boisson quelconque en plastique, on la consomme, on ne sait pas où est-ce qu'on va déposer la bouteille. Mais la plupart de ceux qui consomment ça, ce sont des chrétiens. La plupart de ceux qui, quand ils ont rempli leur sac des poubelles, ils les jettent en dehors et donnent aux personnes qui ne savent même pas où est-ce qu'on amène ces déchets, la plupart, ce sont des chrétiens. Est-ce qu'ils se posent des questions pour dire quelles sont les conséquences des actes que je pose là envers l'autre? Parce que on dit que l'un des plus grands péchés de l'homme, c'est aussi le péché contre l'environnement. Parce que c'est un péché qui peut générer d'autres péchés. Et bien là, je ne me transforme pas en pasteur, ni même en prêtre, mais quand même, je me transforme en quelqu'un qui lit aussi et qui écoute les autres parler de la chose. Et donc, pour dire... Donc, vous parlez des chrétiens, vous parlez en même temps. Bon, effectivement, hein, je suis chrétien, bien entendu, mais je me parle aussi à moi-même. C'est pour dire, les chrétiens doivent prendre leurs responsabilités entre les mains, de prendre soin de la terre. Et cette terre, moi, je la résume à Lubumbashi. Prendre soin de Lubumbashi, c'est-à-dire penser à chaque acte qu'on pose contre l'environnement. Parce que ma seule bouteille, j'ai dit, nous pouvons être à 5 millions. Je consomme par exemple 2-3 bouteilles par semaine sans savoir où je la jette. Si je jette comme ça et on multiplie par le nombre de bouteilles, mais on va boucher pratiquement Canal Naviundu. On va boucher Rivière Lubumbashi. Et quand on bouche ça, des inondations, ça peut tuer des enfants, ça peut tuer des mamans, ça peut démolir des maisons et ainsi de suite. Ça peut même empêcher à ce que les poissons, dans des cours d'eau où il y a des poissons, puissent se multiplier normalement. Et bien tout ça, ce sont les responsabilités de l'homme chrétien dont je parle, et qui devrait être éduqué, selon la théorie des 2 étages d'ailleurs, par le pasteur. Donc le pasteur devrait parler à leurs fidèles. Et bien regardez, parmi les grands péchés que vous commettez, ce n'est pas le péché de boire 2 bouteilles de bière. Non. Le plus grand péché, c'est péché contre la nature, contre l'environnement. Quand vous ne prenez pas vos responsabilités pour empêcher l'inondation, il n'y a pas que les pasteurs qui doivent les faire. Eh bien, j'ai dit parmi les... parce que si les chrétiens, ils sont par exemple 60%, et que les pasteurs de ces 60% des populations leur parlaient, eh bien, on aura résolu à une grande échelle le problème d'inondation. Et ainsi, les autres pourcentages, 60% par exemple, enfin 40% pardon, devraient être cette fois-là par les députés par exemple. Quand ils viennent à la campagne, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent que non, nous allons concevoir une politique, une stratégie, un groupe de personnes pour commencer à travailler contre les inondations? Ils ne viennent pas avec ça. Et quand ils viennent avec des projets du genre, bon, vous allez avoir le boulot, on va vous acheter, c'est pas moi, un exemple, des motos ou des machines à coudre ou c'est pas moi quoi, pour que vous ayez quelque chose à vous occuper avec. Mais on ne dit pas, parmi la politique que je vous amène, la sensibilisation doit passer par beaucoup. Effectivement, ça va passer par beaucoup de personnes. Les enfants aujourd'hui à l'école, dès l'école maternelle, il y a certaines écoles, il faut louer, on ne peut pas citer, qui éduquent les enfants déjà dès l'école maternelle à combattre les inondations par des petites actions quotidiennes. Mais est-ce que c'est la même chose qu'on amène partout? Est-ce que dans nos familles, on éduque les enfants par rapport à ça? On a bu de l'eau, du jus. Est-ce que la bouteille là, on lui dit non, il faut forcément jeter dans une poubelle, laquelle poubelle par la suite, on va chercher peut-être à brûler ces déchets plastiques, pourvu qu'on n'inonde pas les plastiques, qu'est-ce que je dis, les cours d'eau des plastiques, lesquels plastiques vont empêcher l'écoulement normal des eaux. Alors, si vous vous rappelez, si j'ai bonne mémoire moi-même, les 31 décembre 2025 et les 2 janvier 2026, il y a eu des fortes pluies à Lubumbashi. En effet. Et la ville était très inondée. Moi, j'ai vu personnellement des gens piétiner, marcher dans l'eau. Alors déjà, je me posais la question, est-ce qu'il y a des risques sanitaires après des inondations? Effectivement, je pense que parmi les risques ou les conséquences néfastes aux inondations, il y a des conséquences sanitaires. Et comme vous le savez, l'eau, c'est un élément de propagation de certains vecteurs, de certaines maladies telles que le choléra et autres. Et lorsqu'il y a inondation et qu'on voit la population marcher dans les eaux, et déjà il y a un sérieux problème sanitaire. Mais au-delà de ça, la ville de Lubumbashi, c'est une zone purement industrielle, où il y a manipulation
des produits phytosanitaires, il y a manipulation de lubrifiants, il y a tout. Et quand il y a une inondation, c'est le mélange de tout. Et c'est un sérieux problème, même au niveau des milieux aquatiques, parce que l'inondation, il s'est fait dans une période purement temporaire. Peut-être c'est pour une heure, peut-être c'est pour 30 minutes, peut-être c'est pour des heures, en fonction de la quantité d'eau submergée, vous voyez au moins. Et lors de l'écoulement, tout finit au niveau des rivières. Et donc, il y a des conséquences. Mais au-delà de ça, donc, les écosystèmes sociaux sont dérangés, mais aussi les activités économiques sont dérangées lorsqu'il y a des inondations. C'est quoi les écosystèmes sociaux? Quand on parle des écosystèmes sociaux, prenons par exemple, comme vous avez donné l'exemple, les mouvements des populations. Ça devient très compliqué. Quelqu'un peut terminer son travail à 16 heures et qu'il y a inondation, il arrive à la maison à 21h ou bien à 22h. C'est un problème purement social. Donc, il y a vraiment beaucoup de conséquences que les inondations apportent au niveau de la société. Daniel, est-ce que vous connaissez quelques maladies provoquées par des inondations à travers le Lubumbashi? Non seulement les inondations, parce que ce n'est pas à seules les inondations qu'il faut tout donner, parce que quand on parle d'insalubrité, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Même je pose des questions, je sais que parmi nous, il n'y a pas des médecins, oui. Mais c'est avec l'expérience. Évidemment, il y a des maladies, parce que, par exemple, les maladies comme la typhoïde, ça vient des... Parce que lorsqu'il y a des inondations, il y a des maladies hydriques, bien sûr. Après ces inondations, la boue va commencer à dégager une certaine odeur. Et quand les gens respirent cette odeur-là, ça donne des maladies respiratoires. Et donc, il y a plusieurs maladies que je ne saurais pas citer, étant donné que je ne suis pas médecin. Mais seulement, moi, je voudrais revenir sur ce que M. Charles a dit. Ce n'est pas un débat contradictoire, mais juste pour enchérir quelque chose. Il a dit qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur les lois. Mais je pense que ces lois existent. Nous ne devons pas vivre seulement... Mais il a ajouté aussi que c'est l'applicabilité qui pose problème. Je n'ai pas dit qu'il faut mettre beaucoup l'accent sur les lois. Ça, c'est un facteur parmi les solutions. Je dis qu'il y a un problème de gouvernance, mais il y a aussi un problème technique, vous voyez, oui. Et social. Oui. Un problème de gouvernance, c'est au niveau du management, à chaque niveau, au niveau national, au niveau provincial, de tous les acteurs impliqués sur la thématique inondation. Donc, mais aussi, il y a un problème de l'application de loi, parce que tu es en train d'évoquer le problème d'une mauvaise gestion des déchets au niveau des individus. Lorsque quelqu'un jette, donc il y a un problème de conscience environnementale, et cette personne-là nécessite d'être renforcée en capacité, nécessite d'être sensibilisée pour poser des pratiques qui ne peuvent pas apporter des problèmes. Mais si la personne devient récidiviste, faudra-t-il le laisser? Non, cette personne doit être corrigée au regard de la loi. Je pense que c'est donc l'application de la loi. C'est un facteur qui ne doit pas être associé de tous les facteurs qu'on peut mettre en place pour résoudre la question des inondations. Voilà, moi je pense qu'il fallait aussi éclaircir cette question-là. Comment on va appliquer? Parce que chaque fois ça tarde au niveau de l'application. Alors ici, il s'agit d'assainissement, de prendre soin de notre environnement. Mais je pense qu'il faut un service spécial pour ça. Et c'est ce service spécial qui doit faire appliquer la loi. C'est-à-dire, c'est comme dans le temps de Mobutu. Nous savons qu'il y avait un salongo organisé hebdomadairement. Les gens participaient sans exception. Et donc, je pense qu'avec ça, lorsque la personne n'a pas participé, il y a des sanctions qui s'en suivent. Je pense qu'on va vraiment mettre en application les lois ou les principes qui sont édictés pour endiguer le problème d'insalubrité. Et autre chose, je pense que Jean-Paul a épinglé un point très important de nos églises. Et les églises font partie des organisations sans but lucratif. Mais moi, je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce que c'est ces organisations? Je ne dis pas seulement les églises, je suis chrétien foncièrement. Je ne dis pas seulement les églises, mais il y a d'autres organisations qui sont là. Il y a des logos partout. Je me dis toujours, qu'est-ce que ces organisations font dans notre société? Est-ce qu'elles ne voient pas aussi les problèmes d'insalubrité comme un problème majeur pour notre société? Alors que ces organisations sont censées être impliquées et doivent appuyer pour endiguer le problème. C'est ainsi qu'elles vont bénéficier
de certaines redevances de la part de notre gouvernement, parce que ce n'est pas seulement le gouvernement qui va mettre ça en pratique, mais ce sont des organisations qui peuvent s'interposer pour appliquer des mesures, mais bénéficier de moyens pour pouvoir faire ça. Et aussi, nous sommes dans une ville foncièrement minière, comme M. Charles l'a dit. Il y a plusieurs organisations. Est-ce qu'il y a plusieurs entreprises minières? Est-ce que ces entreprises minières sont redevables à la communauté, à la population riveraine? Est-ce que ces entreprises-là respectent ce qu'on appelle la responsabilité sociétale d'entreprise? Ou elles sont là peut-être pour faire de petites actions autour d'eux? Non, elles sont là, ils sont dans la grande société et doivent avoir des bons projets. Et ces projets-là, ça fait partie de l'éco-communication, la communication écologique. Qu'est-ce que vous faites pour avoir de bonnes relations avec le public? Posez des actes. Vous pouvez construire des hôpitaux, vous pouvez construire des terrains de foot, mais qu'est-ce que vous faites parce qu'il y a un problème majeur? Est-ce que vous avez enquêté pour découvrir les problèmes majeurs qui rongent la société? Est-ce qu'elles ont aussi quelque chose à faire? Bien sûr, dans la responsabilité sociétale d'entreprise, les entreprises sont censées résoudre les problèmes qui se posent dans notre société. Et au-delà de ça, il y a nous qui sommes sur ce plateau en tant que journalistes. Nous avons aussi une tâche à faire. D'ailleurs, dans la sociologie, dans la microsociologie fonctionnaliste des médias, on a donné toutes les fonctions des médias. Les médias ont plusieurs fonctions canoniques qu'ils sont censés mettre sur pied pour préserver la communauté, pour viser les problèmes. Est-ce que les médias mettent la caméra sur le problème? Ou ils se contentent juste à raconter ce qui se passe à l'international, ce qui se passe au niveau national? Mais Jean-Paul vient de parler. Ce n'est pas seulement dans cette émission où nous parlons. Alors il faut faire un recensement. Combien de médias en parlent? Aujourd'hui quand même, Malaika en parle. Mais combien? Est-ce que c'est la malinformation? Parce que la malinformation, on peut dire, on a mis juste la lumière sur les inondations, on vient, on balance. Alors, est-ce qu'on a convoqué des spécialistes en la matière pour qu'ils puissent décrypter, pour qu'ils puissent donner des solutions qui doivent être appliquées? Je pense que les médias ont aussi un problème sur cette question. Comment on peut faire micro-trottoir, mais on peut inviter des gens, on peut organiser des émissions spéciales parce que c'est ça l'objectif des médias. Si la population ne voit pas des problèmes, mais les médias sont à même de détecter ces problèmes et de les amener et de mettre de la lumière pour que l'opinion publique soit dirigée vers ces problèmes. Charles veut oui, réagir. Effectivement, je voulais réagir et compléter mon prédécesseur parce qu'il a soulevé la question de la responsabilité sociétale des entreprises. Au regard de la thématique que nous développons, inondation, oui, c'est vrai, il y a des liens. Mais moi, je pense que les entreprises, ils ont des missions spécifiques. Il y a des entreprises commerciales, il y a des entreprises minières avec des missions spécifiques. Et ces entreprises sont régulées par la loi. Et dans le secteur de l'environnement, il y a toute une litanie de lois et des arrêtés pour réguler la question. Moi, je pense qu'entreprise, mais aussi la question liée aux inondations, c'est vrai, il y a quand même un espace que nous devons dégager. Mais peut-être c'est au niveau du management, au niveau des autorités nationales, provinciales, locales, qui doivent interagir avec ces entreprises au regard de cette thématique qu'il a soulevée, la responsabilité sociétale, pour voir dans quelle mesure on peut les attirer en contribution pour résoudre la question des inondations. Mais aussi, lorsqu'ils sont en train de manipuler la terre, ils sont en train de faire leurs activités, ils doivent respecter la loi pour qu'au niveau macro-climatique, quand même, qu'il y ait minimisation des aspects liés aux inondations. Donc, c'est un élément. Oui, c'est pas une contradiction, mais seulement je voudrais éclairer la lanterne parce que quand j'ai évoqué la responsabilité sociétale d'entreprise, ce n'est pas que les entreprises font exception à la société. Les entreprises existent parce que la société existe. Et s'il y a des problèmes qui se posent, qui guettent la vie des individus, de la société, les entreprises sont concernées. Parce qu'au départ, ces entreprises-là, leurs activités ont des externalités négatives sur la vie sociale. Et donc, les entreprises, quand je propose d'ailleurs, c'est un conseil de communication d'entreprise,
que je propose et qui mérite avoir de moyens et de l'argent pour la personne qui propose. Lorsque vous posez de tels actes, vous devenez très visible. Vous renforcez l'image de marque de votre entreprise. Et ça relève des services, des actions sociales de l'entreprise, des relations publiques de l'entreprise. L'entreprise a des relations, a de devoirs envers la société, même si ce n'est pas beaucoup détaillé, parce que l'entreprise existe au nom de la société. Voilà, en début de cette émission, après que tout le monde ait parlé, vous tous vous avez dit que c'était possible de mettre fin aux inondations, peut-être pas à 100%, même à 90%. Alors si il faut combattre les inondations dans la ville de Lubumbashi, particulièrement, la mairie ou la ville doit commencer par quoi? Quelles seraient ses priorités? Merci madame pour la préoccupation. Je pense que la solution à cette problématique d'inondation, je pense, se situe à des niveaux. Il y a des niveaux de gouvernance, il y a au niveau, je pense, technique, au niveau social et communautaire. S'il faudra commencer au niveau communautaire, je pense que, et d'ailleurs nous devons faire un appel à la population de pouvoir observer les pratiques qu'ils posent au niveau de l'environnement, si ce sont des pratiques qui doivent permettre à ce que l'environnement soit bien géré. Mais si ce sont des pratiques, à l'exemple de jeter les poubelles de n'importe quelle manière, et vraiment ça risque de toucher. Donc, on doit faire appel à la communauté, aux populations, de prendre des pratiques qu'on appelle des pratiques innovantes qui ne peuvent pas avoir des impacts sur l'environnement. Et je pense que la question des inondations pourrait être résolue. Mais à cette solution doit être ajouté aussi un problème lié à l'éducation communautaire, à la sensibilisation environnementale, à la conscience environnementale. Parce que la conscience environnementale va nous pousser à ce que je viens de dire, à mettre en place des pratiques innovantes qui ne peuvent pas déranger les écosystèmes urbains, mais aussi les écosystèmes écologiques. Et par conséquent, ça va nous permettre de vivre dans des conditions où le climat quand même tombe au prorata de nos besoins. Mais aussi, il y a l'échelon lié de gouvernance. Là-bas, vraiment, comme je l'ai dit au début, la ville de Lubumbashi ne détient pas un plan de gestion de risques et catastrophes naturelles. Et lorsque la vie, au niveau de la ville, on a un plan de gestion de risques et catastrophes naturelles, et que ce plan, lors de l'élaboration, doit impliquer doit se faire dans un schéma interdisciplinaire, dans un schéma de l'intersectoralité. Et je pense qu'on va approcher tout le monde, le scientifique, les entreprises, la population, même les administrations, pour réfléchir au cas par cas sur le problème et afin de proposer ce plan. Il ne s'agit pas seulement de proposer le plan, mais il faut passer à la mise en œuvre du plan. Donc, il doit y avoir peut-être des institutions nouvelles, soit renforcer des institutions déjà existantes et qui touchent à la thématique de l'inondation pour pouvoir mettre en application ces plans-là et faire des suivis, des monitoring. C'est comme le cas, par exemple, des volcans. Quand on connaît un risque, vous voyez au moins, il y a lieu de pouvoir proposer un schéma de réponse pour faire des suivis et faire des alertes au niveau des communautés que demain ou bien tel mois, il y aura des volcans. De même, par rapport à ces plans de gestion de risques et catastrophes naturelles, il y a des institutions habilitées, il y a le média, il y a les universités. Et lorsque les services habilités font les monitoring de ces plans, ils font les suivis, il y a lieu d'informer la population s'il y a vraiment de fortes pluies, qu'on puisse quand même arriver à se résilier. Mais aussi sur le plan technique, moi je pense qu'au niveau de la ville, je voulais ajouter un élément, parce qu'au niveau de la ville, nous voyons qu'il y a beaucoup de services. Au niveau des provinces, au niveau des communes, au niveau des quartiers, au niveau de la mairie, par exemple, qui gèrent la question des déchets, qui font les travaux de drainage des caniveaux.
Mais je me demande, est-ce que ce travail s'est fait de manière concertée? Il y a une coordination concertée de tout cet arsenal de services pour faire vraiment des travaux afin de prévenir, par exemple, aux aléas liés aux inondations pendant la saison de pluie. Merci beaucoup, Charles. Est-ce qu'il y a d'autres priorités, Jean-Paul, à ajouter sur ce que Charles vient de dire, sur les priorités, par exemple, que la ville peut utiliser pour essayer de combattre les inondations? Alors, je l'ai très bien suivi, c'est vraiment détaillé par rapport aux priorités, mais je dirais tout simplement que, afin d'arriver à tout cela, l'éducation, elle est vraiment primordiale aussi. L'éducation, pourquoi? Parce qu'on peut concevoir des techniques pour vaincre l'inondation actuellement, mais 5 ans, 10 ans après, on va retourner encore dans ces mêmes bourbiers. Et donc, c'est ainsi que la population doit d'abord être éduquée. Parce que cette même population, comme le disait d'ailleurs Daniel, que la même population, elle peut quitter Lubumbashi, elle arrive, c'est pas moi, à Lusaka, à Cape Town, c'est pas moi, à Paris. Eh ben, elle se comporte différemment. Effectivement. Voilà que ici aussi, il faut qu'il y ait une vision commune, que cette population ait ça comme une culture. L'idée de prendre soin de l'environnement, l'idée d'éviter les inondations par des petites actions, comme je les appelle moi-même. C'est ainsi qu'on peut louer ici les actions qu'avait menées à un certain moment l'archevêque de Lubumbashi avec l'autorité urbaine, en descendant sur la rue, essayer un peu de faire des actions dans les cadres de la protection de l'environnement, avec son instrument Laudato Si, bien entendu, j'ai loué en tout cas cette action-là. Et les autres, s'ils emboîtaient les pas, et que les fidèles commencent à suivre leur pasteur par rapport à cette façon de faire, je crois que ça donnera du répit afin que même toutes ces politiques qui ont été données par Charles puissent être mises en pratique. Et comme ça, on va avancer avec cette culture dans la tête. Merci Jean-Paul. Daniel, est-ce possible qu'un matin on se réveille ici à Lubumbashi après la tombée d'une pluie, il n'y a pas d'inondation? Évidemment, évidemment. Parce que je pense la que ville devrait commencer par quoi? Pour qu'on arrive à ces résultats un matin. Moi, je propose toujours le niveau micro avant le niveau macro. Je pense que au niveau micro, il y a aussi la participation de ceux qui gèrent le pays. Au niveau d'abord national, parce que nous avons vu à un certain moment, on a créé le ministère de l'Environnement. Bon, je me demande, moi je propose un ministère d'assainissement au niveau national. Et ce ministère va, parce que nous évoluons la société c'est une systémie, nous sommes dans une société systémique. Le problème qui vous touche aujourd'hui ne va pas m'épargner demain. Et donc nous sommes tous impliqués dans la même situation, mais il faut trouver une solution qui engage tout le monde, mais une solution coordonnée, pas un ordre dispersé où il y a un service qui fait ceci, l'autre qui fait... Non, il faut qu'il y ait une certaine coordination au niveau national et cette coordination va avoir des retombées au niveau provincial, au niveau communal, au niveau de nos quartiers et autres. Je pense que si aussi au même niveau national, on insère aussi dans l'enseignement, à partir de maternelle, on apprend aux enfants, tel que Jean-Paul l'a épinglé, on apprend aux enfants la propriété d'abord, par eux-mêmes. On arrive par exemple au niveau primaire, on apprend aux enfants comment prendre soin de l'environnement. À l'université, oui, ça existe, mais il n'y a pas un accent particulier mis sur ça. Alors, apprendre des choses comme ça, passer en pratique, ce n'est pas des choses qu'il faut seulement apprendre, mais qu'il faut aussi exécuter. Et aussi, au niveau de la mairie, je ne dis pas seulement parce que le problème que nous vivons aujourd'hui, dans la plupart de nos villes, il y en a, même à Kinshasa, il y a un problème d'inondation. Alors, on ne peut pas avoir seulement cette bureaucratique où on doit rester à son bureau. Il faut faire le terrain. Des fois, je vois les actions qui sont entreprises pour lutter contre les salubrités ou les inondations. Mais souvent, on tourne autour du centre-ville. Mais il faut aller, il faut séquencer, envoyer des équipes, aller jusqu'aux extrémités de notre ville. Mais il y a des autorités communales, Daniel. Oui, les je chefs pense des quartiers. que si les autorités communales, si le chef des quartiers, moi je peux dire que je ne connais même pas mon chef des quartiers. Mais les centres-villes aussi, c'est l'autorité communale, il ne faut pas oublier ça. Parce que il faut relayer on a tendance à oublier l'autorité communale de Lubumbashi. Il faut relayer la même politique. La même politique au niveau provincial, elle est coordonnée. C'est pourquoi j'ai parlé de la coordination. Lorsqu'elle est bien relayée, cela n'interdit pas au maire de ville de descendre dans un quartier un jour et d'avoir les rapports de ce qui se passe dans les quartiers. Je pense que c'est un problème si simple
qui doit être résolu par juste notre volonté et notre engagement. Alors, et considérer que c'est un problème systémique. Alors, il n'y a pas une particularité qui est concernée. Nous tous, c'est un problème général. Alors, en 30 secondes, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission, est-ce que vous avez un message clé pour prévenir les inondations, ou soit avant la saison pluvieuse prochaine? En 30 secondes, Charles. Merci madame, en 30 secondes, il faut être savant, mais nous allons essayer de donner quelques éléments. Moi, je pense qu'en tant qu'expert dans le domaine, j'inviterai vraiment aux autorités provinciales, aux autorités municipales, de pouvoir mettre en place des programmes qui doivent être exécutés de manière continuelle, mais pas de manière ponctuelle, parce que de manière ponctuelle, on ne peut pas résoudre. Mais à cela doit être associée la population, parce que la gestion de l'environnement, c'est une gestion collective. Bien qu'elle est d'abord individuelle, à chaque individu, comme je l'ai dit, poser donc de pratiques innovantes qui ne peuvent pas vraiment étouffer ou déranger les secteurs de l'environnement. Donc, les autorités doivent être accompagnées par les populations. S'il y a mauvaise gestion des déchets, les gouvernants, ils l'observent et qui les posent. C'est les populations qui les posent. C'est les composantes socio-économiques qui les posent. Donc, à leur niveau quand même, ils doivent poser des pratiques qui ne peuvent pas déranger l'environnement. Et à cela, la politique va venir avec une touche permanente, bien programmée et de manière continuelle pour résoudre ce genre de questions. Merci beaucoup, Charles. Daniel? Oui, je pense que je demande aux autorités de pouvoir user du pouvoir coercitif. Parce que si on va doucement, on ne saura pas résoudre. Un peu de dose de dictature? En effet. Évidemment. Et cette police-là qui doit sanctionner, évidemment. Et je pense que cette politique doit aller à la base. Il faut voir aussi à quoi servent les chefs de quartier. Moi, je me demande s'il y a des chefs de quartier, des chefs des rues. Ils doivent travailler, les chefs, les bourgmestres et les autres, ils doivent travailler sur cette question parce que c'est un problème majeur. Si ce n'est pas un problème majeur, je pense, si on n'a pas de solution jusqu'aujourd'hui, pour les autorités, ce n'est pas un problème majeur. Mais si c'est un problème majeur, je pense qu'on peut aller à la base pour commencer à résoudre le problème jusqu'à remonter au centre-ville. Je pense qu'il y a des problèmes dans nos quartiers. Mais madame, une seconde, parce que c'est ma conclusion. C'est ma conclusion. Je suis en train de conclure. Charles, il peut terminer. Je suis en train de conclure. Je pense que les autorités ne doivent pas suivre les caprices de la population. Il faut mettre un pouvoir qui contraint. Aussi, il faut mettre ça dans notre enseignement. Je pense que ça va aller. Il faut nettoyer la mentalité de la population. Ça va aller. Ce n'est pas les autorités elles-mêmes qui vont finir les problèmes. Il faut d'abord, c'est un problème comportemental. Mais Charles, rapidement, comme ça, on termine avec Jean-Paul. Pour une seconde, parce que c'est M. Jean-Paul. Jean-Paul, oui. Il a dit que, par exemple, lorsqu'il y a de plastique, on peut brûler pour résoudre. Moi, je pense que brûler, incinérer les plastiques ne figure pas sur une mode de gestion durable de déchets. Donc ce n'est pas un élément à donner à la population. Il y a plusieurs paramètres qu'on peut gérer ce genre de déchets parce que sur le plan composition chimique, vous le savez, comme vous le savez, quand vous les brûlez, il y a le dioxyde de carbone, il y a d'autres éléments qui peuvent encore aller dans la nature et par conséquent causer de pluies diluviennes. Donc ce n'est pas un mode qu'il faudra donner à la population. Merci beaucoup, Charles. Alors, on termine avec Jean-Paul. Alors, votre message clé? Moi, mon message clé, je l'adresse tout simplement aux agents de l'environnement de la ville de Lubumbashi qui sont déployés dans toutes les communes. Je vais leur dire, il ne faut pas qu'ils travaillent seulement là où ils vont gagner de l'argent. Ils arrivent dans une alimentation, ils demandent, oui, la poubelle, il n'y a pas de poubelle. Eh bien, vous devez me donner, par exemple, 30 000. C'est un exemple que je prends. Eh bien, ils doivent se rendre aussi sur le terrain, juste pour voir si les tranchées devant l'alimentation a été débouchées et que ces immondices ont été amenés à l'endroit convenu. Et aussi appeler tout le monde, rappeler que nous sommes tous responsables de cet environnement, de cette terre et surtout de notre ville de Lubumbashi.
On peut être fier d'être à Lubumbashi, mais si on ne contribue pas à la rendre encore beaucoup plus belle, en tout cas, ça ne vaut rien. Merci Charles, merci Jean-Paul, merci Daniel d'avoir répondu à l'invitation d'Info Plus. Merci, Merci madame. beaucoup. Merci, madame. Merci madame, merci messieurs de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas, restez avec nous car les programmes continuent sur Malaika Télévision.